Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de notre cycle Thé et Sciences, un cycle qui est proposé par le Salon Noun, donc un salon de thé culturel à Paris 11e, avec une programmation très diversifiée et très riche que vous retrouverez sur le site internet du salon, salon-noun.fr. C'est un cycle qu'on a pensé avec Gauthier il y a quelques mois maintenant, avec l'ambition de faire parler de science et des personnes, des femmes et hommes qui défont la science. Et nous sommes très heureux de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à regarder nos vidéos. Donc entre deux vidéos tuto, make-up et cuisine, donc ça fait toujours du bien de voir un peu de physique quantique ou des mathématiques de Grothendieck. Alors, hasard des calendriers, des agendas, on avait débuté ce cycle, tu te souviens, avec que toi et Étienne Klein. Vous étiez venu nous présenter votre ouvrage Idées de génie. Donc livre qui débutait avec Galilée. Donc Galilée, c'était en Italie, 16e, 17e siècle, et donc en Italie, au même moment, il y avait un autre grand génie, moins connu du grand public, mais tout aussi reconnu par ses pairs contemporains et actuels, en tout cas dans l'histoire de la pensée philosophique. Il s'agit donc de Filippo Bruno ou Giordano Bruno. Et ça tombe bien puisque c'est de lui dont on va parler ce soir avec Jacques Arnoux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc historien des sciences, ingénieur ergonome de formation, vous avez 2 doctorats, un en histoire des sciences et un en théologie. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur les relations entre science et religion. Ce soir, vous êtes donc venu nous présenter et converser avec nous de Giordano Bruno, qui vous avez consacré un livre que tu vas présenter à l'écran, qui s'appelle Giordano Bruno, un génie martyr de l'Inquisition, publié aux éditions Albin Michel, qu'on peut montrer à l'écran. Voilà. Alors je vais laisser Gauthier introduire ce livre biographique vraiment passionnant, et évidemment on ne pouvait pas en entendre moins d'un tel personnage à la vie trépidante et symbole de liberté d'expression. Donc il est connu pour avoir été excommunié, brûlé vif sur le bûcher à Rome en 1600, pour ses positions jugées athéistes, hérétiques et blasphématoires par l'Inquisition. Vous expliquez en préambule pourquoi vous avez souhaité écrire sur sa vie et sa pensée. Vous dites que son spectre vous a d'abord hanté et effrayé. Aujourd'hui, celui que vous appelez frère, étant vous-même ancien dominicain, pouvez-vous nous parler de votre relation à Bruno et de sa pensée, et qu'est-ce que vous partagez avec lui ? Bien d'abord, merci de cette occasion de découvrir votre salon et ces conversations. Je trouve que c'est autour d'un thé, glacé ou chaud, c'est mieux qu'en vidéo, je vous assure. Ne regardez pas que les vidéos, venez aussi partager le vrai, la réalité. Pourquoi m'être intéressé à Giordano Bruno ? Comme vous le disiez, je m'intéresse depuis maintenant de longues années, au moins plus d'une trentaine d'années, aux relations entre ce qu'on appelle globalement les sciences et les religions. Puisque, vous voulez le dire, je ne suis pas moi-même scientifique, mais j'ai quand même travaillé dans des domaines qui relèvent des sciences, que ce soit la biologie, et puis aujourd'hui les questions spatiales. Et par ailleurs, j'ai eu et j'ai encore des engagements de type religieux, donc évidemment la question science et religion, qui fait volontiers la une de nos revues, enfin ça fait partie des marronniers comme on dit. Cette question-là, elle m'a intéressé, j'allais dire presque assez naturellement. Et quand on est un jeune théologien français qui s'intéresse à ces questions-là, il y a un autre personnage qu'on rencontre nécessairement, qui est guère plus connu du public que Giordano Bruno, qui est Pierre Teilhard de Chardin, un jésuite, XXe siècle, qui a eu son parcours, qui lui aussi a eu des problèmes avec l'autorité. Et puis, quand vous persistez un petit peu dans le domaine, là, il y a un autre personnage, donc celui dont on a vu le portrait un peu imaginaire et romantique, Giordano Bruno. Pourquoi ? Parce que vous l'avez mentionné, son destin est tragique, puisqu'il a été effectivement terminé sur un bûcher à Rome en février 1600, et qu'il a été considéré à l'époque, mais surtout après, comme le martyr de la cause de la raison et de la science. Et aujourd'hui encore, quand il y a cette question de la raison face à la clarté de la raison face à l'obscurantisme des religions, Bruno apparaît comme un martyr. La preuve, c'est qu'il a été brûlé.
Et si vous avez l'occasion d'aller à Rome, vous allez à la place Campo dei Fiori et vous avez sa statue en plein milieu de la place où il est en tenue dominicaine, ce qui est d'ailleurs assez surprenant. Je ne suis pas certain qu'il était brûlé comme ça, mais il domine cette place et il vous regarde d'un air... Alors quand vous regardez des photos sur Internet, vous trouvez que les photos sur Internet, il a vraiment un air assez sombre, plus que bougon. Et en réalité, quand on voit la statue en vrai, il est presque plus sympathique en vrai, entre guillemets, je veux dire, que sur les photos. Mais bon, on voit le personnage qui s'impose à l'histoire. Et pourquoi je parle de fantôme, c'est que, bon voilà, il a commencé à me hanter dès que j'ai commencé à s'intéresser à ce sujet, parce que nécessairement, on vous dit, mais que pensez-vous de cette figure-là? Parce que, soit vous êtes du côté de Giordano Bruno, donc vous êtes possiblement un hérétique, et donc tous les autorités religieuses, tout ça, c'est à bannir, ou alors, avec votre pot de théologien, et à l'époque de dominicain, vous défendez les autorités, et là, vous êtes contre Giordano Bruno, donc quel est votre camp? Alors, en fait, c'est le fantôme parce qu'il m'a longtemps hanté. Pourquoi? C'est pas parce que j'avais peur d'aborder cette question du bûcher, de quel camp je pouvais faire appartenir, mais c'est que le peu que j'en ai rapidement découvert, c'est que le personnage est compliqué, la pensée est extrêmement complexe. J'espère que vous ne me poserez pas des questions trop compliquées, parce que j'avoue mon incompétence. Enfin, ce type est un génie, enfin, de la pensée. Enfin, on y reviendra. Il arrivait à manipuler les concepts, les traditions philosophiques et religieuses avec une dextérité extraordinaire, d'où une complexité de sa pensée. Donc on peut avoir des idées, mais moi en tout cas les miennes ne sont pas très précises. Donc c'est ça qui me faisait un peu peur. Et puis un beau jour il me dit bon ça suffit. Les fantômes, ça hante, mais un jour ou l'autre, il faut quand même que je m'y mette. Donc je me suis simplifié la tâche. Enfin, si je puis dire. J'ai dit, bon, je ne vais pas me lancer dans la lecture des dizaines d'ouvrages techniques, universitaires, linguistiques qui ont été écrits sur lui, parce que c'est un sujet académique extrêmement riche. Bon. Je vais, entre guillemets, me contenter de 2-3 bonnes biographies, et puis lire ce qu'il a écrit. Puis après... Bon, vaille que vaille, on verra ce que je peux en sortir. Et donc cet ouvrage, c'est pas une biographie au sens strict du terme, c'est moi qui me balade dans sa vie, qui me laisse interroger, qui me laisse questionner aussi, parce que, je suis un peu long, hein, mais tant que vous me coupez pas, moi parce que je suis un ancien dominicain, donc un ancien prédicateur, j'ai appris à parler, je peux tenir le crachoir assez longtemps, c'est pas bien, voilà. Donc j'essaie de pas être trop prêcheur et prédicateur au sens négatif du terme, mais c'est vrai que ce qu'on a en commun, en dehors de... Enfin, ce qui est tout en commun, c'est ça. C'est d'avoir été pendant quelques années, je l'ai été un peu plus longtemps que lui, mais pas tant que ça finalement, l'un et l'autre dominicain. Donc il y a des choses qu'il a vécues, que moi j'ai vécues quelques siècles plus tard, mais qui fait que je peux me permettre cette espèce de familiarité. En tout cas, lui, il n'est plus là pour s'en empêcher, et je l'écris d'ailleurs dans la préface. Voilà, tant pis, je prends comme ça. Je l'interpelle comme frère Giordano, puisque Giordano, c'est son frère, c'est son nom de religieux. Vous l'avez dit, il s'appelait Filippo de son nom de baptême, mais à l'époque, on changeait les noms de baptême en noms de religieux, donc il est devenu Giordano, Jourdain, qui est un prénom très, très courant dans l'ordre des prêcheurs. Donc il y a cette familiarité avec laquelle, j'avoue, je sais que tu as lu le bouquin, mais j'ai joué avec ça, mais c'est pas un jeu gratuit. Enfin, j'ai essayé de la jouer sérieusement. Donc, comment son parcours m'interpellait dans ce qu'on avait en commun, sauf j'espère la fin, parce que j'ai pas du tout envie de terminer sur un bûcher, vraiment pas. Bon, je suis pas hérétique jusqu'à présent. J'ai un parcours, mais voilà, comment on peut jouer dans les similitudes et j'aime bien retrouver dans les personnages que j'ai comme ça étudiés de manière un peu semblable cette forme de fraternité, enfin de proximité, qui a un écho, parce qu'il y a des tas de gens auxquels je pourrais m'intéresser, mais Giordano, il m'intéressait parce que je sentais qu'il y avait des choses proches, et d'autres comme ça, avec lesquels je me suis un peu baladé, mais lui en particulier. D'où le fantôme et le fait que je l'appelle aussi frère Giordano. Alors Jacques s'est déjà quasiment présenté tout seul, mais donc je vais quand même présenter ce livre. D'abord vous dire que je suis ravi de vous retrouver toutes et tous, et également vous qui nous regardez en replay, pour ce dernier thé scientifique de la saison du Salon Nul, même si j'espère que nous continuerons bien sûr les thés scientifiques dès la rentrée prochaine.
Et donc, un sujet brûlant, n'est-ce pas, si je puis dire, pour ce dernier thé, puisque nous allons donc parler de ton livre, Giordano Bruno, un martyr de l'Inquisition. Un livre qui va faire que ce thé scientifique sera aussi un thé théologique, et ça tombe bien parce que dans théologique, il y a thé, justement. Waouh. Il avait longuement réfléchi face à ça. En vélo, ça laisse le temps. Bravo. Et je dois dire que j'ai été particulièrement emballé par ton livre, parce que je pense que tu as à la fois cette distance de l'historien des sciences par rapport au sujet que tu traites, et en même temps, ce qui peut paraître un peu contradictoire, mais justement, je trouve que c'est ce qui fait la beauté de ce livre, une forme de compassion pour quelqu'un en fait qui a appartenu au même ordre que toi, et qui, voilà, et donc tu essayes de façon, j'allais dire assez neutre, d'étudier la pensée sans a priori, sans préjugés, et voilà, tu essayes de présenter les choses de la façon la plus objective possible, avec toujours cet état d'esprit de l'historien, et puis en même temps cette compassion, donc comme je le disais, parce que voilà, il a eu ce destin tragique, et évidemment on va parler de son procès. Je pensais, il va falloir peut-être faire des réponses un tout petit peu plus courtes, parce qu'avec ça on a vraiment beaucoup de questions, mais en tout cas je pensais diviser notre conversation en 3 temps. Un premier temps évidemment consacré à la vie de Bruno, d'abord à sa formation, puis à ses voyages à travers l'Europe, et à son procès. Et justement, je voulais dire, l'intérêt, je pense, de notre conversation et de ton livre, c'est que Bruno, on le connaît, je pense, pour le fait qu'il a été brûlé, et pour le fait qu'il a défendu l'héliocentrisme et quelques idées hérétiques, mais en fait on se rend compte en lisant ton livre que c'est beaucoup plus complexe, que sa pensée est beaucoup plus complète que simplement ces quelques idées, et que sa vie est d'une richesse incroyable, donc on va aborder tout ça. Alors je sais que tu ne veux pas qu'on te pose trop de questions sur sa pensée, mais quand même dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on parle de sa pensée scientifique, même si elle est aussi religieuse, et sa pensée, j'allais dire philosophique, mais qui est aussi scientifique. Enfin, tout ça est un peu entremêlé, en symbiose, mais on va essayer de quand même segmenter les questions. Et puis, une dernière partie sur sa postérité, quelque chose que tu abordes un peu dans le livre, mais peut-être pas tant que ça. Et justement, moi j'aurais des questions, et j'imagine que Sabre aussi, sur son influence, à la fois sur le champ scientifique et philosophique et religieux. Alors d'abord, pour parler de sa vie, donc à rebondissement, est-ce que, avant de parler de lui, tu pourrais nous rappeler le contexte culturel, politique, géopolitique même peut-être, de cette époque? Donc Giordano, enfin Filippo, donc né en 1548, il meurt en 1600. Donc nous sommes vraiment la seconde moitié du XVIe siècle. C'est assez facile en termes de date. C'est une période extrêmement intéressante parce que la découverte du Nouveau Monde est déjà passée, 1492. Donc on est dans vraiment la nouvelle époque. C'est la fin de la Renaissance avec ce bouillonnement qui est l'ouverture du monde. Ce petit monde européen, brutalement, se trouve ouvert. Et on le sent. Il fait allusion à ce nouveau monde. Et il est même soucieux de ce qui est en train de se passer, parce que les Européens sont déjà en train de commencer leur colonisation du Nouveau Monde. Donc, nous sommes aussi à une époque donc, de bouillonnement, c'est la fin de la Renaissance, avec tout ce que je disais, le retour à des traditions au niveau artistique, au niveau culturel, tout ça est extrêmement riche. L'économie est extrêmement riche, mais nous sommes en pleine guerre des religions. Et ça, c'est pas du tout anodin, puisque, comme tu le disais, il y a un aspect religieux chez Bruno, et Bruno, dans sa vie très concrète, va être confronté à ça. Il fait, donc, lui, du côté des catholiques, il va connaître la Saint-Barthélemy, lui, il sera en Italie, mais ça sera en France. On l'évoquera rapidement, mais vous disiez qu'il a été excommunié. Il a été excommunié par les 3 églises de l'époque. Donc par l'église catholique, par l'église calviniste à Genève et par l'église protestante à Wittenberg. Donc il a bien connu ça. Pas les choses à moitié. Non, mais lui, alors là, je pense qu'il a un record du monde, inégalé jusqu'à présent et difficile à dépasser maintenant. Donc c'est quand même une période extrêmement tendue au niveau politique. Et lié aussi, parce qu'à l'époque, entre le religieux et le politique, c'était encore plus intriqué qu'aujourd'hui, et c'était une période extrêmement dure. Avec le Concile de Trente. Alors voilà, au niveau purement catholique, il a
la chance ou la malchance de naître juste après le Concile de Trente, au moment donc où l'Église catholique décide de resserrer les boulons. Un siècle plus tôt, l'Église était encore assez ouverte, il y a des idées qui étaient déjà défendues un siècle avant Bruno, quand lui il va les reprendre, et là elles vont être totalement indéfendables, et d'ailleurs ça va le conduire à la condamnation. Donc il est une période qui est, en fait, c'est la fin de la Renaissance, on va rentrer dans les temps modernes, vous citiez Galilée. Il est un peu plus jeune, il arrive un peu plus tôt que Galilée, mais il va par exemple postuler un même poste de professeur à Padoue que Galilée. Donc il est quasi contemporain de Galilée. Mais Galilée va arriver après lui, et Galilée sera plus intelligent pour ne pas se faire brûler, lui, à Rome. Descartes aussi. Descartes après. Donc simplement pour dire ça, c'est que lui, il est juste à la charnière entre en fait l'ancien monde et le nouveau monde, si on prend la question géographique, le Moyen-Âge, la Renaissance, et puis les temps modernes qui vont s'ouvrir. En réalité, il est juste à la porte. On peut considérer pour pas mal d'idées, il ne franchit pas la porte. C'est pas un homme des temps modernes. Et, comme tu disais, il défend l'héliocentrisme, il défend un certain nombre d'éléments qui vont constituer, dans le domaine scientifique en particulier, mais aussi dans le domaine des idées en général. Tu citais Descartes, il va défendre des idées qui vont être la base de la pensée moderne, dès 1601, j'allais dire. Voilà, dès 1601, enfin si on pouvait dire, voilà, avec 1601, on rentre dans le domaine moderne, mais lui, il va rester juste à la porte. Et c'est ça peut-être sa particularité. Mais en fait, c'est plutôt un homme de l'ancien. De l'ancien monde. Alors, avant de rentrer sur tous ces aspects postérité et pensée, ouais. Est-ce que tout simplement tu pourrais nous raconter la naissance et la formation de Bueno? Donc, j'ai utilisé cette distinction, et je trouve qu'elle est assez pratique, de distinguer dans sa vie 3 étapes. Donc, l'homme en blanc, l'homme en noir et l'homme nu. Facile. Bon. L'homme en blanc, c'est son enfance et sa période dominicaine. Donc on est de 1548 à 1572, je crois, ou 76, enfin, à vérifier. Vous voyez, je t'ai dit que je n'étais pas... Il y a des petits soucis sur les dates. Sur les dates, oui, non, mais c'est pas grave. C'est pas ça le principal. En plus, voilà, c'est le genre de choses... Il est passé par le gris, entre le blanc et le noir. Non, mais ça se trouve facilement dans un bouquin que j'ai devant moi. Donc, c'est le jeune Bruno qui naît dans la région de Naples, donc on dit toujours le côté tempérament volcanique, plein de feu, etc. Bon, sans jouer, t'es pas le seul à jouer avec les mots, hein, mais, le côté... Il y en a d'autres des jeux de mots. Oui, donc tout ce qu'on veut. Donc, il révèle assez rapidement une intelligence plutôt hors du commun, et il part à Naples pour faire des études. Et là, à la fois pour des questions de conviction personnelle, religieuse, mais aussi le fait que les dominicains tiennent à l'époque l'endroit d'enseignement académique le plus élevé, il décide d'entrer chez les dominicains. Donc il entre chez les dominicains, il devient dominicain, il suit les études avec un grand succès parce qu'il est un type qui a une mémoire extraordinaire, qui est curieux, qui est intelligent, qui a une intelligence vive, etc. Et en réalité, il mène cette formation et son engagement, hein, il fait profession, je raconte 2-3 petites choses là-dessus, il reçoit les titres académiques qu'il faut pour enseigner, et en même temps, il montre tout de suite une certaine liberté, indépendance par rapport à tout ce qui est pratique religieuse. Bon, alors il se fait un peu repérer, mais il reste encore assez discret. Et puis, cette liberté d'esprit l'amène à dire des choses qu'il ne faut pas dire, à sembler défendre des positions qu'il ne faut pas défendre. Et donc, il doit quitter quasiment de nuit le couvent de Naples. Et c'est la fin de l'homme en blanc. C'est assez brutal, hein, parce qu'il se rend compte que dans ce contexte qu'on disait, hein, d'après-concile de Trente, avec vraiment un resserrement de l'esprit catholique, la moindre pensée qui sortait un petit peu du cadre, ce qui était le cas pour lui, devenait immédiatement condamné, et donc il a préféré partir. Donc on est dans la fin de la période de l'homme en blanc, on rentre dans la période de l'homme en noir. Pourquoi ? Moi je vous coupe, et du coup, oui. Juste avant de passer dans cette deuxième période, quelles étaient les premières idées qui posaient problème à l'époque ? Bon, c'est ça. Non, mais à l'époque, c'est simplement parce que en particulier, il avait dans une conversation, parce que on est encore là dans 7 ans. La méthode universitaire, c'est la dispute.
entre deux maîtres en théologie, il était maître en théologie, eh bien on va poser une question et l'un va défendre le pour et l'autre va défendre le contre. C'est un exercice universitaire, ça ne signifie pas que si prenez le pour et moi le contre, que je suis contre, mais c'est comme ça qu'on fait avancer la pensée. Bon, c'est quelque chose qui est assez connu, qui a été créé à Paris au XIIIe siècle, bon, en particulier, en tout cas très pratiqué à ce moment-là. Et lors d'une de ces disputes, il défend une position hérétique. Bon. Ça ne veut pas dire que c'est sa position à lui, mais dans le cadre de l'exercice, il dit « mais attendez, je vais défendre la position de tel ou tel hérétique ». Alors, jusque-là, ça va bien, mais en même temps, il semble dire qu'au fond, les hérétiques étaient quand même des gens qui savaient penser intelligemment. Et il défend l'intelligence des hérétiques. Déjà ça, c'est pas bien, quoi. Un hérétique, par nécessité, il est obligatoirement bête. Bon. Est-ce que c'était pas une sorte de méthode Coué et à force de répéter des croyances auxquelles il ne croyait pas forcément, il a fini par... Non, c'est pas parce que je pense que c'est quelqu'un qui était honnêtement intellectuel et que pour lui, l'intelligence, comme c'est un type, il avait un grand respect pour l'intelligence. Ça signifie pas qu'il partageait les convictions religieuses des hérétiques, mais il voulait défendre au moins la qualité intellectuelle. Pour lui, la liberté de penser, c'était essentiel. Il s'est toujours battu pour la liberté de penser, pour la liberté de croire, et comme le disait un auteur, et pour la liberté de croire ce que l'on pense. Chacun peut croire ce qu'il et évidemment, dans cette société-là, mais elle n'est pas la seule, et d'autres époques nous avons malheureusement changé de situation, eh bien, on n'était pas libre de croire ce qu'on voulait et ce qu'on pensait. Mais lui, il s'est battu pour ça. Il en est mort, hein. Je pense que globalement, c'est pour ça. Et donc là, avec ses collègues, il s'est rendu compte que, zut, il a peut-être été un peu loin. Alors comme on se rappelait 2-3 petites phrases qu'il avait faites, des trucs, vraiment des trucs anodins, mais dans une vie très réglée, alors déjà avec le contrôle général de l'Église, plus dans le cadre religieux d'un couvent qui était très, très, très célèbre en Italie, il s'est dit là, j'ai fait une gaffe, hein, le oups. Donc il a préféré partir, c'est pour ça. Il n'y avait pas de... Alors, déjà à l'époque, il avait déjà découvert l'héliocentrisme. Hein. Copernic, c'était 1546, donc il a pu lire Copernic, on ne sait pas trop dire par quel biais, mais il connaissait... Il avait ces idées-là, mais il n'avait pas eu l'occasion de les défendre ouvertement. Donc c'est pas pour... C'est plutôt cette liberté de penser qu'il s'est rendu compte que là, il n'était plus dans un endroit où il pouvait penser et croire librement. Donc, il voulait pas, il a préféré partir. J'avais une question. Oui, sur ça. Vas-y, c'est sur la suite. Ah bah non, je voulais, comme toi, rester sur l'homme en blanc, n'est-ce pas, et te demander, en fait, pourquoi tout simplement il a voulu entrer déjà dans les ordres et quel enseignement il a reçu à Naples. Alors, l'une des raisons, c'était pour recevoir justement un bon enseignement. Une des raisons. Et il savait qu'à Naples, au couvent Saint-Dominique, il avait parmi les meilleurs profs d'Italie de l'époque. D'Italie, hein, c'était pas du tout une université locale, etc. Était reconnu, il y avait des grands maîtres. Thomas d'Aquin était passé par là, etc. Donc il était, de ce point de vue-là, il était assuré de la qualité et aussi la qualité du diplôme qu'il allait recevoir, parce que c'était important. N'importe qui n'enseignait pas encore aujourd'hui. Donc ça c'était un des motifs. L'autre motif, c'est, je commence par les motifs, je dirais pas un peu objectifs, c'est que, je vous disais, c'est une période extrêmement trouble, politiquement, mais aussi socialement. Enfin, les épidémies, ça ne cesse pas. Enfin, je ne sais plus combienième on était. Lui, il en a vécu plusieurs quand il était à Naples, etc. Donc, c'est des moments où la vie en société était difficile et on parlait plus de survie parfois que de vie. Au fond, la vie religieuse lui offrait une zone un peu protégée où il avait le gîte et le couvert. Et ça peut être aussi une raison. Bon, alors on me dirait, est-ce que c'est tellement noble ? C'est une raison que je dirais objective. Et je pense que profondément chez lui, il y avait une démarche de recherche spirituelle, ce qu'il a démontré ensuite, une vraie démarche, et que par rapport à son appartenance à la tradition catholique, par rapport à ce qu'il avait déjà reçu de ses maîtres en théologie, parce qu'il avait déjà commencé à suivre des cours avant d'entrer chez les dominicains, donc à l'université dominicaine, il y avait une espèce de logique en disant, cette quête spirituelle, j'ai envie de la mener dans ce cadre, qui en plus, parce que c'est quelqu'un qui avait une grande exigence, qui en plus, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le Concile de Trente, dans ce couvent, il y avait une certaine rigueur religieuse. Enfin, la vie religieuse était suivie avec une certaine, avec sérieux. Donc ça lui allait bien. Mais
paradoxalement, il voulait quand même avoir cette liberté. Bon, on est tous comme ça, plein de paradoxes. Lui a beaucoup pratiqué la coïncidence des contraires. Hein. Voilà, il voulait être libre, en même temps un peu contraint. Il avait besoin de ce milieu-là, mais pas trop. Bon, c'est pour ça qu'il a choisi. Je crois que vraiment, dans sa vie, enfin, on peut lui reprocher plein de choses. Je crois qu'on a beaucoup fabulé aussi autour de lui. On a écrit beaucoup de romans autour de lui. De ce que j'ai pu lire, et puis peut-être de ce bout de fraternité que je revendiquerais, avec au conditionnel, je crois que c'est un honnête homme. Bon, un peu dingue, surprenant, mais honnête dans sa démarche intellectuelle, au moins par rapport à ça, et même spirituelle. C'est un mystique, c'est très clair. Je vous posais la question pour savoir comment se constitue sa pensée avant de partir en voyage, parce que c'est la deuxième partie de sa vie, il a beaucoup voyagé, donc beaucoup rencontré. Comment c'est constitué? Donc on comprend par les lectures, donc c'est un héritier de Copernic, un héritier d'Erasme, mais qui sont ses maîtres, qui sont ses modèles à cette époque? Je suppose que vous avez vu le film, ou peut-être lu le roman Le nom de la rose, et vous vous souvenez que dans cette extraordinaire bibliothèque, il y avait des coins interdits. Il y a l'enfer des bibliothèques. Et dans l'enfer des bibliothèques, il y a les livres interdits. Et surtout, c'est pas l'endroit, ce sont les livres. Je suis frustré parce que c'était une question que je voulais te poser plus tard, s'il a influencé Umberto Eco. Alors je te la pose maintenant. Non, je sais, ça j'en sais rien. Il faut rentrer, il faut inviter Umberto Eco, mais c'est trop tard. Si vous l'invoquez avec des tables rondes, ça j'en sais rien. Ça c'est un autre problème. Il faut aller voir Flammarion. Et c'est un autre sujet. Mais oui, c'est vrai qu'il y a une passion du livre, même dans un temps où l'imprimerie commence, etc. Mais il est passionné par les livres. Il a appris d'ailleurs aussi à composer des livres dans une imprimerie. Mais l'un des endroits où il s'alimente, c'est dans l'enfer. Il se débrouille toujours pour aller voir les bouquins qui ont été censurés. Alors, à l'époque, la censure consistait à coller des bouts de papier sur les passages. Alors, le livre n'était pas interdit en tant que tel. C'était certains passages, parce qu'il y avait un nom qui ne devait pas apparaître. Erasme, par exemple. Donc, on collait des bouts de papier. Vous voyez le boulot. Enfin, bon, les livres n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui. Hein, mais on collait des bouts de papier sur les autres. Et lui, allait prendre les bouquins, décoller, etc. Et on a retrouvé ces bouquins quand il s'est enfui de son couvent, on a retrouvé tous ces bouquins, parce qu'il les gardait en plus dans sa cellule, ce qui se fait pas bien. Bon, il est pas parfait, hein, je dis pas, mais donc voilà, ça mais c'est un dévoreur de livres. J'ai bien aimé dans un des, je sais plus si c'est lui qui le dit ou plutôt un de ses nombreux commentateurs, mais j'avais trouvé Giordano était végétarien. On pourra revenir là-dessus pour une raison de spiritualité, quelque chose d'assez intéressant. Dans ce sens-là, il est assez moderne. Et ce commentateur disait, il est végétarien, il est très sobre, assez austère. C'est pas un rigolo, Bruno. Pas du tout le libertin que certains ont mis en scène. Mais il y a une chose où il est un carnivore incroyable, c'est que les bouquins. Il dévore les livres. Hein. Et quand il va fuir, hein, c'est la seconde partie, l'une des raisons de s'arrêter quelque part, c'est qu'il y ait une bonne bibliothèque, une université avec une bonne bibliothèque, ou une bibliothèque auquel il puisse accéder. Donc c'est comme ça, c'est un grand dévoreur de livres, et il assimile, et en fait sa propre... Si bien que ses ouvrages, c'est là que ça devient compliqué, parce que quand on lit ses ouvrages, pour les comprendre, il faut avoir une culture que moi je n'ai pas, et que à la limite lui seul a encore. Et il est très connu pour sa mémoire incroyable. Voilà. C'est comme ça que... Alors, en plus, il a une excellente mémoire, il la cultive, il l'a lu, parce que c'est très à la mode à l'époque. Hein, l'art de la mnémotechnique, enfin la mnémotechnique est très à la mode. Et donc, il la cultive chez ceux qui en ont fait la théorie. Et puis, mais ça lui sert. Pour lui, la mémoire, c'est pas... Parce que à l'époque, c'est à la mode, donc c'est aussi une manière de paraître. Par exemple, si on était si le salon Noun avait ouvert en 1580 à Paris, vous auriez invité nécessairement des mnémotechniciens qui auraient brillé par leur capacité à mémoriser, parce que ça faisait bien.
C'était un espèce comment dirais-je, d'exercice de foi. Mais lui, organiser des joutes aussi. Oui, des joutes et des choses comme ça. Mais il a même été, la première fois qu'il est allé à Rome, c'est comme jeune religieux pour qu'il puisse prouver sa maîtrise de l'art de la mémoire devant le pape, qui était, si je me souviens bien, un dominicain, c'est peut-être lié les choses. Mais lui, c'était pas ça qui l'intéressait. Enfin, ça lui a servi de porte d'entrée auprès de la cour de France, par exemple, ou peut-être aussi à la cour d'Angleterre, mais c'était un outil. Parce que c'était sa mémoire et tout ce qu'il avait emmagasiné qui lui permettait de concocter avec la prouesse d'un alchimiste une pensée singulière, mais pas comme ça, pas pour faire des étincelles. C'est que lui cherchait quelque chose. C'est un homme qui n'a jamais cessé de chercher au fond à toucher celui qui continue à appeler Dieu. Il était athée au sens comment dirais-je, des règles de l'époque. Mais c'est un amoureux de Dieu, c'est un mystique. Alors justement, on va passer à son périple à travers l'Europe. Moi, j'ai fait un petit périple aussi à travers ton livre pour reconstruire son voyage. Donc, normalement, tu me dis si je me trompe, il est parti de Nola où il est né, il est allé à Naples, donc ça c'est la première partie qu'on vient d'aborder. Ensuite, il est allé à Rome, à Gênes, il est allé à Noli, à Savone, à Venise, à Padoue, à Genève, donc quand même de nombreuses villes en Italie. Après, il a fui. Ah oui, Padoue, Genève, donc déjà en Suisse, puis ensuite en France, à Toulouse, puis à Paris. T'as voulu Chambéry. Chambéry, j'ai pas tout mis. Hein. Oui. Non, parce que par exemple, Chambéry, juste, c'est entre parenthèses, c'est qu'à Chambéry, par exemple, il est pour quelques nuits accueilli par les frères dominicains. C'est juste pour dire que quand il a quitté le couvent de Naples, il a quand même régulièrement retrouvé sa communauté. Voilà, qui lui ont parfois donné un coup de main. Alors ensuite, à Toulouse. Il est revenu à Paris, puis après il est allé en Allemagne, dans différentes villes, puis à Prague, il est revenu en Allemagne, et puis après, j'ai pas tout mis, mais il est revenu à Venise, là où il a été arrêté à Venise, et avant d'être déféré devant l'Inquisition à Rome. On va pas pouvoir s'arrêter sur toutes les étapes de son voyage, mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi finalement il a été contraint de quitter Naples, et pourquoi cette fuite ininterrompue, pourquoi il n'a pas réussi à s'établir quelque part? Alors donc, juste pour expliquer pourquoi j'appelle ça l'homme en noir, c'est qu'il quitte l'habit blanc des dominicains. Il leur mettra au début occasionnellement pour essayer de passer un peu entre les gouttes c'est pour ça que je parlais de Chambéry. Et sinon, on a vraiment l'image d'un homme qui va s'habiller en noir de manière extrêmement stricte, très austère. Il aura une vie austère. On lui connaît pas de frasque particulière. Il est libertin dans la pensée, pas dans les mœurs. Il n'y a aucune raison de le penser. Et alors, donc il quitte Naples pour les raisons qu'on dit, c'est qu'il sent que le lendemain, l'Inquisition va débarquer au couvent en disant « Frère Giordano, on a compris que vous aviez défendu une pensée hérétique ». Bon, et ça suffisait à l'époque. Mais enfin, il ne fuit pas tout de suite à l'étranger quand même. Non, alors il va à Rome, parce qu'il pense qu'à Rome, les choses vont se calmer. Puis Rome, Naples, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas tout ça. On est encore qu'au XVIe siècle. Et puis en réalité, rapidement. Donc là, il arrive aussi à relativement passer inaperçu. Et puis malheureusement, il entend des nouvelles comme quoi il y a un frère de Naples qui s'est enfui, qui est recherché par l'Inquisition, donc il comprend que c'est lui. Il y a 2-3 petites affaires, il y a toujours des trucs un peu troubles autour de lui. Il y a soit un prêtre qui est lancé dans le Tibre, on demande si c'est pas lui qui l'a acheté. Enfin bon, voilà. Mais certes, il n'y avait pas Internet, mais il y a quand même cette réputation qui va traîner. Alors, au début, en Europe, voilà, parce qu'au début, les nouvelles vont quand même vite. Non, mais parce que ce qu'il y a, c'est qu'il est tout sauf discret. Non, je veux dire par là qu'il arrive. Alors, très bien, après ce que tu racontais, donc il va pendant 2 ans, là, il va parler dans le nord de l'Italie, il va passer à Venise, parce que Venise est une ville extraordinaire pour quelqu'un comme lui, où justement il y a une certaine liberté. Des mœurs, c'est évidemment, on a cette image-là, mais pas seulement. Il y a des libraires, parce que toujours les livres. Puis à côté de Venise, il y a Padoue, haut lieu universitaire. C'est quand même une des grandes universités d'Italie. Il essaie de trouver quelque chose, il n'arrive pas à trouver parce qu'il essaie quand même il faut qu'il vive. Parce que là, le gîte et le couvert, il n'y en a plus. Donc, comment il vit? Il sait faire qu'une seule chose, c'est renseigner. Donc il enseigne. Et une autre chose qu'il sait faire, il découvre, c'est qu'il sait écrire.
Et alors, apparemment, plus qu'aujourd'hui, on peut vivre en écrivant. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus rare, semble-t-il, de vivre uniquement de sa plume. C'est très rare. Bon, lui pouvait vivre comme ça. Bon. Donc, il a aussi régulièrement publié des livres parce que ça lui rapportait de l'argent. Mais publiant des livres, à la fois, évidemment, il gagne de l'argent, il fait connaître sa pensée, mais quand même une pensée un peu libre, ça peut se retourner contre lui. Mais au début, ça va. Donc, l'Italie du Nord, ça lui convient. Enfin, il ne réussit pas à s'implanter. Donc, c'est là qu'il se dit, mais pourquoi pas aller à Genève ? Genève, un des hauts lieux de la Réforme, Calvin est mort, mais il y a les successeurs de Calvin. Et puis, en arrivant à Genève, il est accueilli par la communauté italienne. Alors, un Italien, c'est fantastique, et puis voilà, un réfugié de plus, buongiorno. Bon, écoutez, vous laissez tomber votre habit de dominicain, parce que là, non, vous êtes chez les calvinistes, les protestants, la réforme, hein, bon, donc très bien, il n'y a pas de problème. Bon, ok, bon, lui, il n'est pas attaché à ce genre de choses comme ça. Donc, il nous explique, il prend une cape, il a même une petite épée, tout le bazar, il travaille chez un imprimeur. Bon, et il va suivre un cours, parce que toujours à l'université, il va suivre un cours d'un des grands professeurs de Genève. Et il dit, mais il raconte des conneries. Hein. Et apparemment, ce prof, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il prétend être. Et Bruno, plutôt que de dire, bon, ok, il publie un pamphlet contre le prof. Mais il vient à peine d'arriver. Bon, alors qu'évidemment, les autorités, parce que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Genève, je suis vraiment désolé de vous tourner le dos, hein, mais bon, c'est pour ça qu'une fois mais allez à Genève, vous avez le fronton des fondateurs, vous avez tous les grands fondateurs du calvinisme, ils ne sont pas drôles du tout. Et quand ils voient débarquer l'Italien qui leur dit, tu racontes des bêtises, et bon, bah, elle dit, cher ami, voilà, ça s'arrête là. Hein. Vous allez quitter le territoire de Genève. Donc c'est pour ça qu'on sait qu'il a été excommunié. Parce qu'il était rentré dans la communauté de Calvin, et on lui dit, maintenant, vous sortez. Bon, donc c'est vrai qu'il repart. Première excommunication. Et c'est pour ça que chaque fois qu'il va quelque part, bon, il va à Toulouse. À Toulouse, pourtant étonnant, c'est une zone qui est depuis très longtemps une zone très chaotique parce qu'on a des zones des frontières, des cultures, des langues, etc. Saint-Dominique a fondé son ordre à Toulouse, c'est pas du tout par hasard. Bon, Bruno trouve un endroit, trouve un poste, il est même une espèce d'habilitation, il y a des équivalences qu'il a, etc. Donc il a un poste pendant 2 ans, c'est le paradis. Mais au bout de 2 ans, il ne peut pas s'empêcher d'aller se battre verbalement avec un prof, lui chercher des poux, et donc de nouveau on lui dit, attendez, on vous connaît quand même. Hein. Alors, bon, vous n'êtes pas réussi à rester calme, donc quittez Toulouse, c'est parce qu'on ne peut pas comme ça vous protéger. Donc c'est pour ça qu'il va à Paris. Bon, à Paris, là, c'est génial. Là, parce qu'à Paris, à cette époque-là, c'est le fief des Italiens. Et c'est ce qui est assez incroyable, c'est qu'à chaque fois, il est très bien accueilli. Il a réussi à beaucoup voyager. Il fascine les gens. À l'époque, il est au point de rentrer dans la cour du roi Henri III à l'époque. Voilà. Qui est quand même assez parce que si à l'époque, vous aviez voulu créer le Salon Noun, il fallait être bien avec les Italiens. Je ne sais pas, si vous avez des trésors, ça marchait très bien à cette époque. Et là, il fascine le roi avec son art de la mnémotechnique. C'est quelqu'un qui a toujours séduit les gens. Je pense que c'est son intelligence, cette liberté, enfin, c'était quelqu'un d'assez fascinant. Et là, le roi de France tombe littéralement amoureux de cet homme, enfin, en tout bien, tout honneur, et même au point que Bruno, comme toujours, il débarque. Oui, le vivre, le gîte, le couvert, comment je vais faire ? Bon. Le problème, c'est qu'il ne peut pas être enseignant à la Sorbonne. Il a largement les compétences. Quand on l'entend parler, on se dit, c'est ça. Ce type, c'est un prof extraordinaire. Bon. Mais, voilà, il est excommunié. Et il ne peut donc pas assister aux offices. Or, à l'époque, les profs de la Sorbonne devaient assister aux offices religieux tous les jours. Lui, ne pouvant pas assister aux offices religieux puisqu'il est excommunié, il ne peut pas être prof à la Sorbonne. Heureusement, le roi vient de créer l'ancêtre du Collège de France, le Collège royal, qui ne dépend que du roi. Et donc le roi dit, mon cher ami, vous êtes nommé professeur au Collège royal. Et c'est comme ça que Bruno peut, alors à la fois remplir ce qu'il adore faire, enseigner, et lire des bouquins, écrire des bouquins. Après, donc là, ça se passait bien. Quand il part en Angleterre, c'est une opportunité. Il est envoyé en mission à l'ambassade de France en Angleterre. Voilà, alors c'est intéressant la mission parce qu'il y a même des historiens qui prétendent qu'il est un espion du roi. Enfin bon,
Bon, ça fait bien pour la figure. Mais il lui est proposé d'aller avec l'ambassadeur, parce qu'il connaît bien l'ambassadeur de France à Londres, et il va passer 2 années à Londres. La même chose, alors là aussi c'est génial, le gîte, le couvert, sans enseigner, il peut passer ses journées à lire et à écrire. Là, il est hyper heureux. Bon. Mais quand même, ça ne lui suffit pas. Il dit, je voudrais quand même aller à Oxford et puis rencontrer les professeurs d'Oxford. Parce que là, Oxford est un des hauts lieux intellectuels. Toutes les discussions autour de l'héliocentrisme, l'astronomie moderne que Gautier connaît bien et de ces choses-là, Oxford est un des lieux où tout ça est en train de se faire. Les idées de Copernic sont très largement discutées à Oxford. Donc il va à Oxford. Bon. Et là, c'est les côtés, voilà, je vais vous montrer qui je suis. Alors il débarque et puis il fait un cours et il semblerait que, alors, éternelle question, quelqu'un qui a une mémoire comme la sienne, quand il fait un cours, qu'est-ce qui est de lui, qu'est-ce qui est des autres? Vieille question du plagiat. Bon, on sait bien que c'est le deuxième qui a écrit un bouquin a plagié déjà le premier. Bon, c'est comme ça la réponse. Et les Anglais qui ne sont pas idiots du tout, disent, mais cher ami, c'est bizarre, ce que votre cours là, voilà, donc ça plaît pas, donc hop, de nouveau, il est éjecté, parce que c'est son côté aussi un peu non, c'est pas du tout vrai, etc., donc un peu provoquant. Bon. Il écrit des livres très importants à Londres. Quand il revient à Paris, la situation a changé, de nouveau, il se met mal avec un Italien, un mathématicien, donc là, il se barre, mais vraiment rapidement. Et c'est la dernière étape, donc l'étape plutôt allemande, plutôt l'Europe de l'Est, où il y a pas mal de villes, et là, il décide, après avoir dit pique-pendre des protestants, des luthériens, il se rabobine avec eux, il fait l'éloge de je ne sais plus quel maître quand il passe, je crois, à Wittenberg, donc il est nommé professeur. Mais il y a les calvinistes qui se souviennent quand même qu'il a eu des problèmes à Genève. Donc, comme tu disais, au fur et à mesure, quand même, sa réputation, il y a des choses bien, mais les négatifs s'accumulent. Et quand quelqu'un vient dire, mais attendez, là, ce monsieur, il est très bien, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas bien. La dernière ville, c'est quand même intéressant, parce qu'on parle des livres. Ça ne répond pas à ta question sur Monte-Rico, mais la dernière ville allemande qu'il fréquente, c'est Francfort, qui est déjà à l'époque la grande ville de la foire du livre. Donc il n'y a rien d'étonnant, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais la grande foire du livre, c'est Francfort. Il est là parce que c'est plus facile de publier, et c'est là effectivement qu'il reçoit l'invitation de cet Italien à rejoindre Venise. Et comme, il se dit, j'y vais pas. Il a longuement hésité, parce que revenir en Italie, il savait qu'il était plus proche de l'Inquisition. Alors, cet Italien s'appelle Mocenigo. Oui, patricien vénitien. Alors, pour vous qui êtes habitués d'été scientifique, vous savez que j'aime beaucoup lire, n'est-ce pas, des extraits. Là, je vais en lire pas mal, parce que, voilà, il y a beaucoup d'extraits passionnants. Et donc, on en arrive à l'arrestation de Bruno, qui va être dénoncé précisément par cet hôte italien qui s'appelle Mocenigo. Donc Bruno lui tient tête, une fois n'est pas coutume, Bruno lui tient tête, et dans la nuit du 22 au 23, donc je complète, mai 1592, il se retrouve enfermé dans le grenier du patricien, puis dans sa cave. Et Mocenigo met sa menace à exécution. Il adresse à l'inquisiteur de Venise, frère Giovanni Gabriele da Saluzzo, je suis pas italien, une lettre de dénonciation accompagnée de plusieurs publications d'une en l'un. Aïe aïe aïe. Le 25 et le 29 du même mois, il récidive avec 2 nouvelles lettres. Il prétend avoir entendu son invité récalcitrant affirmer croire à l'existence d'un univers infini, et d'un nombre infini de systèmes solaires. Aïe aïe aïe. Attention, nier la véracité du récit de la Genèse, au nom de l'éternité de l'univers. Croire en la métempsychose, c'est-à-dire la réincarnation. Critiquer le Christ, on en reviendra sur la critique du Christ qui est assez virulente. Ouais. Refuser la Trinité, nier la virginité de Marie, mépriser la théologie et l'Inquisition, être un ennemi de la messe, ne pas croire à la punition des péchés, être un faux mage, aimer le roi Henri IV, se vanter d'avoir séduit beaucoup de femmes et considérer la liberté sexuelle comme propre au service de la nature. Ça fait beaucoup. Oui, alors il en rajoute un peu, parce que le patricien est furieux contre Bruno. Il avait proposé à Bruno de venir à Venise, de nouveau le gîte et le couvert, et Bruno, comme toujours, je ne dis pas, c'est pas son moteur, c'est une nécessité que nous connaissons tous, et tout ça, si Bruno lui enseignait ses secrets. Parce que quand il le dénonce comme mage, en fait, c'est ce que le patricien voulait.
C'est que Bruno lui enseigne ses secrets de mage. Il était présenté comme un homme qui connaissait les mystères de la nature. Ce qui n'a, en tout cas, c'est pas ce qu'il a laissé dans ses écrits. Mais on est de nouveau dans ce contexte-là. Vous savez, c'est une période où le naturel et le surnaturel sont très très mêlés. Bruno est convaincu de la magie, des choses comme ça, mais il l'analyse aussi. Enfin, c'est un autre sujet. Enfin, on pourra aussi en parler. Mais et donc le patricien, de ce point de vue-là, est évidemment très hypocrite parce que il accuse Bruno de choses qu'il aurait bien voulu avoir lui. Donc c'est par vengeance. Il en rajoute quelques-uns, mais pas tant que ça. Parce que c'est vrai, d'un point de vue théologique, les grands hommes de l'Église catholique, il les a depuis très longtemps abandonnés. C'est vrai, comme tu le disais, que parfois, de manière assez crue, mais aussi à travers des œuvres. Parce que quand il écrit, il y a des choses qui sont très, universitaires, mais il aime bien mettre en scène ses idées. C'est de la commedia dell'arte. Enfin, il y a des descriptions de personnages, de situations. Je crois que c'est assez difficile à mettre en scène. On m'a récemment encore dit, je crois qu'il y a un truc on n'a jamais réussi à mettre en scène, parce qu'il y a un truc qui est impossible. Mais c'est vraiment des personnages caricaturaux. C'est quelqu'un qui semble être capable, qui s'est bien observé. On voit Naples, on voit Venise apparaître, on voit c'est une mise en œuvre assez géniale. Tout ça pour mettre ses idées. Donc ça peut, par moments, ces idées qui sont mises en scène de manière drôle, évidemment ça peut devenir un peu absurde et même grotesque, voire obscène. Mais la critique est bien réelle. Peut-être qu'on peut commencer à parler un petit peu de sa pensée, justement, parce que... Peut-être rester un tout petit peu sur le procès, je sais pas. Donc c'est l'homme nu. Justement, parce que là, ce que tu énumères, c'est une partie des chefs d'accusation. Une façon de comprendre aussi sa pensée, c'est de regarder, il y en a une trentaine en tout, si je ne me trompe pas. On va tous la regarder. Une façon de pouvoir comprendre un petit peu sa manière de penser. Tu avais une question particulière sur le procès ? Oui. Alors, juste, je voulais quand même... l'une des choses qui m'a les plus surprises dans ce livre, c'est d'apprendre en fait que ce procès a duré 8 ans. Ouais. Ce qui est énorme, je trouve. 8 ans de procès. Ouais. Et alors, j'ai juste quelques questions. D'abord, donc, comme on l'a dit, il a été arrêté à Venise. Première question, pourquoi Venise a cédé devant Rome qui voulait donc récupérer Bruno, et finalement, pourquoi Venise a cédé devant Rome? Et aussi, deuxième question, en quoi l'arrivée du cardinal Bellarmin, donc le cardinal Bellarmin, c'est celui qui a rendu l'héliocentrisme en 1616, je crois, doctrine hérétique, et c'est lui qui s'est occupé du procès de Galilée. En quoi l'arrivée du cardinal Bellarmin a changer la tournure de ce procès? Alors oui, effectivement, le procès est particulièrement long, surtout qu'il faut penser que c'est pas seulement le procès, c'est l'emprisonnement de cet homme pendant 8 ans. Je sais bien que nos prisons ne sont pas tellement agréables, il ne s'agit pas de les comparer, mais à l'époque c'était sans doute encore bien pire. Et surtout, quand on compare, c'est pour ça que j'ai intitulé cette troisième partie, même pour moi, l'homme nu, c'est-à-dire que cet homme qui avait vraiment vécu une vie d'errance pendant des années, pendant une vingtaine d'années au moins, quasiment 1572, 1592, mais d'errance, mais de liberté en même temps. C'est un homme du mouvement, c'est un homme qui bouge toujours dans sa pensée et physiquement, qui était entouré de livres, entouré de gens. Il avait un mauvais caractère, mais il aimait les gens en même temps, il avait besoin des gens. Là, brutalement, il se trouve pendant 8 ans totalement isolé. Plus rien. Plus de livres, plus de moyens d'écrire, plus d'occasion de parler, personne. Et donc c'est une forme, c'est vraiment quelque chose, une épreuve terrible pour cet homme. La seule chose qui lui reste à faire, c'est de défendre sa pensée. Il peut par moment, on lui donne du papier et de quoi écrire, c'est pour défendre ses idées. C'est plus du tout une pensée qui se projette dans la recherche, dans le progrès. C'est une pensée simplement qui est obligée de tourner en rond pour se défendre. Alors par moments, il accepte d'être un peu moins exigeant, et puis d'autres moments, il en a ras-le-bol parce qu'il trouve qu'il est en train de trop céder. Et là, c'est reparti de nouveau pour des accusations. Donc c'est vraiment très dur ces 8 années. Donc, alors pendant ça, là, le procès, pourquoi 8 ans aussi? C'est parce qu'il n'est pas le seul à être jugé par l'Inquisition. Il y a d'autres. Il est sans doute le plus connu de l'époque, mais il y en a d'autres. Que les juges s'y prennent plus ou moins bien.
Peut-être aussi que les juges sont dépassés par le personnage, même sans aucun doute. C'est-à-dire que, on juge sur une pensée, on n'est pas en train de juger, il a tué personne, il a volé personne, il n'y a pas d'acte criminel tangible. C'est uniquement dans ses idées. Bon. Et il y a par exemple un aspect tout simple, c'est que pendant longtemps, les juges vont travailler sur des dénonciations comme celle de ce patricien vénitien. On a entendu dire, alors on trouve toujours des témoins, en plus dans les prisons, vous trouvez toujours des témoins. Ah si, écoutez, je vous dis ce que vous voulez, mais vous me graciez de quelques trucs, c'était pas une grâce extraordinaire, parfois simplement, au lieu de me faire mourir, brûler vif, vous m'étranglez avant, un truc dans ce genre-là, ça peut être ça. Et pour ça, je vais dire qu'il a dit, j'ai entendu dire ceci ou cela. Enfin, pendant très longtemps, c'était des choses qui étaient vraiment extrêmement faibles. En plus, on parlait de ces livres, c'est pas des tirages monstrueux à l'époque. Et pouvoir retrouver des ouvrages de Giordano Bruno qui ont été publiés plusieurs années auparavant dans une ville qui n'est pas nécessairement celle... On dit « Ah, c'était publié à Paris », mais en fait non, il l'a publié ailleurs, mais c'était mieux de le mettre publié à Paris. Donc, en fait, les juges ont eu du mal aussi à rassembler les preuves, entre guillemets. Est-ce que justement Bellarmin était à la hauteur du personnage? Bellarmin était sans doute l'homme de la... Enfin, oui, d'une certaine manière, l'homme de la situation, parce que ça aurait pu durer encore plus longtemps. Je ne sais pas comment ça serait terminé, mais c'est pas néanmoins mieux terminé. Il était tellement obstiné, ce brave Bruno. Et Bellarmin, avec ce qu'il va montrer, avec son esprit, un petit peu aussi, une intelligence brillante, il défendait ses idées. Après, juste une parenthèse, je trouve difficilement acceptable que l'Église ait canonisé Bellarmin. C'est Saint Robert Bellarmin, qui a quand même condamné Galilée et qui a condamné Bruno au bûcher. Bon, enfin, si c'est comme ça qu'il faut être canonisé, on peut laisser ça à d'autres. Enfin bref. Bon, ça c'est ma petite touche personnelle. Ça va être diffusé. Hein. Oui, non, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai dit bien d'autres choses comme ça qui me reviennent, donc je ne vous le dis pas maintenant, sinon... bon. Bref. Tout ça pour dire que Bellarmin avait quand même la compétence théologique, la carrure aussi intellectuelle, politique, c'est un homme politique. Hein. Je n'ai pas à juger de sa qualité spirituelle, ça c'est autre chose. Pour dire, ça suffit, ça fait des années que ça dure, ça coûte de l'argent à tout le monde, parce qu'un procès, ça coûte toujours de l'argent, on est toujours là. Là, en l'occurrence, tu as noté les frais de pension de la prison, parce que ça coûte de l'argent à prisonnier. Qui va payer? C'est pas l'Inquisition, c'était les frères dominicains qui payaient la pension de leur ex-frère en prison. Donc voilà, pourquoi pas? Comme quoi la fraternité va au-delà de bien des frontières. Bon, donc tout ça, il dit ça suffit. Mais on va faire ça sérieusement. Parce que je pense que Bellarmin, il avait cette honnêteté intellectuelle, cette rigueur intellectuelle. C'est quelqu'un d'une très grande rigueur intellectuelle. Bon, on va juger sur pièce. Donc d'abord, faites-moi trouver tous les bouquins qu'on peut. On va analyser sur pièce. Enfin bon, et il a discuté sans aucun doute avec Bruno. C'était quelque chose de... Et à un moment donné, ça ne pouvait pas aboutir. Et comme Bruno ne voulait pas céder, et à la fin il est devenu encore plus dur, un pouce de terrain sur ses idées, dans les règles de l'époque, il était condamné. Est-ce qu'il lui était reproché de ne pas avoir de démonstration mathématique ou est-ce que... Non, c'était surtout théologique. Lui, les mathématiques, ça ne l'intéressait pas. On n'en est pas encore là, on n'est pas encore... Galilée, c'est... Oui, tu le rappelais, Galilée, c'est 1633, le procès Galilée, c'est-à-dire 30 ans plus tard. Galilée, il va être condamné quand c'est un vieillard, déjà. Bon, Galilée, à l'époque, a déjà, 1609, ses observations, mais il est déjà... Mais c'est pas cette approche-là. De ce point de vue-là, Bruno fait partie de l'ancien monde. Lui, c'est sa pensée philosophique qui, s'appuyant sur le progrès des sciences, va dire ce que tu as rappelé. Par exemple, il y a évidemment une pluralité de mondes, une pluralité de soleils, une pluralité de planètes autour. Il n'est pas capable de le démontrer. Alors, peut-être pas mathématiquement, mais même en termes de concept. La pluralité des mondes. Vous savez quand est-ce qu'on l'a découverte? Récemment, en 1995. Voilà. Les premières exoplanètes, c'est 1995. Et lui, il l'avait dit avant 1595. Mais alors, il n'était pas non plus tout à fait le premier, mais dire à la fin du XVIe siècle, je vois
des planètes qui tournent autour d'autres étoiles et d'autres mondes comme le nôtre, c'était parfaitement hérétique. Mais pour des questions théologiques. Alors voilà, mais c'est la question que je voulais te poser, c'est est-ce que finalement cette défense de l'héliocentrisme et cette idée de la pluralité des mondes, finalement, est-ce que c'est pas dérisoire devant nier la virginité de la Vierge, dire que le Christ était un imposteur? Non, c'est pas du tout dérisoire, parce que derrière ça, il y a une question théologique. Alors, j'en profite de le dire quand même maintenant, parce que avant. Lui, une de ses défenses, c'est de dire je ne réagis pas comme théologien, mais comme philosophe. Il s'est toujours présenté comme philosophe, même s'il n'arrête pas de parler de Dieu. C'est là qu'il y a une espèce de contradiction. Mais il parle de Dieu comme philosophe, pas comme théologien chrétien, parce que là, à ce moment-là, il ne rentre plus du tout dans le cadre. Mais à son époque, et peut-être encore aujourd'hui pour certains, penser qu'il y a d'autres mondes que le nôtre, habités par d'autres êtres, et voire même intelligents et conscients, c'est aller contre cette vision extrêmement anthropocentrée dans laquelle le christianisme a longtemps été. Parce que le monde nous apparaissait beaucoup plus petit. Et lié à ça, c'est tout l'enjeu de cette période, sans rentrer dans les détails, mais pensez un instant. Pendant très longtemps, c'est la vision du géocentrisme, puisqu'on parle d'héliocentrisme, donc le soleil au centre. Avant, c'est le géocentrisme, la Terre au centre. Il y a un petit monde qui a été créé par Dieu. Tout se passe dans ce monde-là. Et Dieu, c'est l'architecte de ce qui était déjà immense, de ce qui est immense, mais pas plus que ça. Quand va arriver, donc déjà arriver avec on se dit grâce, le monde va être plus grand. Au fond, c'est pas si grave. Dieu est absolument un créateur qui est plus grand. Bon, c'est parfait. Mais il y a un problème. C'est le destin de l'homme. Est-ce que l'homme va vraiment perdre sa place d'être particulier, créé à l'image de Dieu? Les religions monothéistes, quand même, ont cette idée de la place singulière de l'homme. Et si brutalement on dit non, c'est pas du tout singulier, il y en a partout autour, etc. Ça, c'est une atteinte à l'intégrité théologique. C'est pas que philosophique. Donc c'est assez grave, parce qu'à partir de là, le Christ, c'est quoi? Il vient sur Terre. Oui, mais s'il y a des milliards de terres, il n'est plus rien. Donc c'est aussi grave que d'attaquer d'autres points. Je ne dis pas que c'est plus grave, mais c'est aussi grave. Et donc, une autre idée aussi qu'il porte et qui est aussi assez fondamentale, c'est l'idée, c'est sa conception de Dieu finalement. Avec deux éléments importants, majeurs dans sa pensée, c'est que Dieu serait dans la matière, donc omniprésent, omniscient, et que Dieu serait infini. Pourquoi cela a posé problème? Parce que c'est une idée philosophique, pourquoi ça posait problème à l'époque? Alors que Dieu soit infini, ce n'était pas ça le problème. Le fait est que le monde soit infini. Parce que si le monde est infini, ça devient une espèce d'adversaire de Dieu. Dieu seul peut être infini. En réalité, mais ça on est dans l'histoire des sciences, ce qui va se passer, c'est là qu'il est juste à la jonction et qui se prend tout dans la figure avant que les autres finalement tirent quelques leçons de prudence pour pouvoir être un peu plus insuffler des nouvelles idées, mais sans se faire trop taper sur les doigts par l'Église, par les églises, parce que quand on dit l'Église, les églises protestantes, et vous avez entendu, sont aussi extrêmement réticentes par rapport à ça. C'est que tout ce qui était auparavant des attributs de Dieu, l'infini, le tout infini, le tout puissant, le tout énergie, toutes ces qualités de Dieu, on va petit à petit les appliquer à la matière. L'idée d'énergie, elle vient de la théologie, mais elle va devenir rapidement une idée physique. L'idée d'infini, Dieu seul est infini, mais non, l'univers est infini. Toutes ces idées-là, c'est en fait à partir, on va prendre des concepts théologiques que l'on va transformer en concepts scientifiques. Donc Dieu, lui, il n'est pas contre l'idée que ce Dieu soit infini. Ce qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, c'est que pour lui, il y a une forme de panthéisme. Dieu est présent partout. Il ne confond pas la nature et Dieu, mais il dit simplement que c'est dans la nature, dans cette intégralité, dans sa globalité, que c'est le meilleur endroit pour rencontrer Dieu. C'est pas un prophète dans un petit coin de Palestine qui est venu il y a quelques siècles auparavant. Ça lui paraît beaucoup trop petit. Alors là, ça empiète aussi sur la question de la postérité, mais est-ce que c'est ça la différence avec Spinoza, justement, de dire que Dieu n'est pas la nature, mais que c'est le meilleur moyen d'accéder à Dieu? Tout à fait. On peut déjà rapprocher
Giordano Bruno de Spinoza, Deus sive natura, donc Dieu ou la nature, pour Spinoza c'est la même chose. Autant que j'ai compris, il faut faire quand même attention chez Bruno, parce que pour lui la nature est l'ombre, l'ombre la plus fidèle de Dieu, ou encore il a des termes comme Dieu s'explique dans la nature. C'est là comme on s'extériorise. Une sorte de mythe de la caverne. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il y a eu des travaux qui ont été très bien menés par un universitaire italien sur l'ombre, la place de l'ombre dans le signe et le symbole de l'ombre chez Bruno. Il faut faire attention. Il n'y a pas Dieu égale la nature, mais la nature est encore la chose la plus proche de Dieu. Il y a un jeu de symboles entre le feu, donc depuis le volcan de Naples jusqu'au bûcher de Rome, la cendre aussi, parce qu'évidemment il termine en cendre, hein, le pauvre, et il écrit un livre qui s'appelle Le souper des cendres, dans lequel il joue avec ça. Bon, maintenant il faut pas non plus en tirer trop de conclusions, mais vous parlez du mythe d'Actéon, oui, qui a été assez fondamental, pour revenir sur cette citation-là, qui a été fondamentale dans sa pensée, dans la construction de sa pensée. Est-ce que vous pouvez le décrire? Oui, le mythe d'Actéon, on en a une version peut-être plus connue qui est Saint-Hubert, hein, au moins au début, c'est-à-dire le chasseur qui, emporté par son enthousiasme de chasseur, poursuit un cerf magnifique dans une forêt. Alors Saint-Hubert, il voit brutalement apparaître la croix du Christ dans les... Vous avez ça dans toute la symbolique chrétienne et en partie occidentale. C'est Saint-Eustache, hein. Vous connaissez l'église Saint-Eustache, c'est le cerf, il y a un cerf à Saint-Eustache. Et dans le mythe d'Actéon, en fait, non, quand il poursuit à ce moment-là, il rentre dans la forêt et Actéon surprend Diane au bain. Alors évidemment, ça fait partie des grands délires masculins, hein, de découvrir Diane, la belle Diane, en train de se baigner. Et donc... En général, c'est pas bon à ce moment-là. En général, c'est pas bon parce que voilà, c'est comme Dieu, on ne voit pas Dieu sans mourir, on ne voit pas Diane au bain sans mourir. Et la condamnation, de ce pauvre Actéon, c'est de devenir le cerf qu'il est en train de poursuivre, et c'est ses propres chiens qui le dévorent. Mais il dévore, évidemment, tout le paradoxe, c'est que voilà, il a touché la divinité, et c'est dans sa forme d'union avec la divinité qu'il meurt. Donc c'est mourir dans un baiser, c'est aussi c'est le sommet de l'union mystique qui fait qu'on s'accomplit. Donc c'est son grand rêve. Enfin, parce qu'il sait bien, enfin c'est le philosophe autant que le mystique qui parle, que Dieu, on ne le touche pas, on l'approche. Et une fois encore, il y a cette vision extrêmement positive par rapport à la matière. On pourra revenir là-dessus. Enfin, il n'est ni le premier ni le dernier. Mais cette volonté, à travers toute la tradition qu'il porte, cette culture, de dire mais cette matière, elle nous amène jusqu'à aller au plus près de Dieu. Mais si j'y suis, c'est Actéon. Là, je dois nécessairement disparaître. Je m'embraserai, je viendrai descendre, je serai bouffé par mes chiens, je ne sais pas quoi, mais c'est la mort, évidemment. Alors ça fait un moment qu'on parle de la pensée de Bruno, et quand même c'est un thé scientifique. Donc je voulais qu'on revienne sur l'héliocentrisme. Tu as dit tout à l'heure qu'il avait découvert assez tôt les travaux de Copernic. Ouais. Mais en fait, pourquoi a-t-il soutenu les travaux de Copernic, et par exemple pas le système de Ptolémée ? Parce que justement, pour lui, ça lui semblait beaucoup trop contraignant et beaucoup trop petit. Il semblerait qu'il a eu cette vision, enfin, cette conception de... là, c'est là que j'ai mes compétences en termes de comment on peut reconstituer l'histoire de sa pensée. Et c'est pas évident, parce qu'il va publier seulement à partir de 1580. Il y a une douzaine d'années où il publie, mais il a déjà pensé tout ça. Alors, d'où ça vient, enfin, ce qu'on vient de dire à l'instant, par exemple, cette espèce de sa vision d'un monde infini, que le monde, il y a une question théologique derrière, c'est-à-dire pourquoi le monde serait-il fini ? Certains disent parce que, ce que je disais tout à l'heure, Dieu seul est infini.
le monde ne peut être que fini. Sinon, ça veut dire que le monde serait à l'égal de Dieu, ce qui n'est pas possible. Et lui, il fait partie de ceux qui disent, mais attendez, si vous dites que le monde est fini, vous limitez la capacité de Dieu à créer. Donc là, il y a une question, voilà, c'est oui ou c'est non. Enfin, il faut choisir. Et lui, il choisit en disant, mais si Dieu est infini, ce que Dieu ne peut qu'être infini, nécessairement, le monde qu'il crée est infini, parce qu'il ne faut surtout pas le limiter. Mais c'est un argument théologique qui existe. Permettez on est à Paris, au XIIIe siècle. Une des questions qui est discutée au milieu du XIIIe siècle, à la Sorbonne, c'est, y a-t-il justement d'autres mondes que le nôtre? On ne parlait pas d'extraterrestres, mais aujourd'hui on dira, est-ce que les extraterrestres existent? Voilà, des questions discutées à la Sorbonne. Et l'évêque de Paris, qui est le grand patron de la Sorbonne de l'époque, dit, on ne peut pas affirmer l'inexistence des extraterrestres. Pourquoi? Parce que si je prétends que les extraterrestres n'existent pas, c'est comme si j'empêchais Dieu de créer des extraterrestres. Mais si Dieu a envie de créer des extraterrestres, c'est pas moi, petit humain terrien médiocre, qui va l'empêcher de le faire. Donc on ne dit pas qu'ils existent, mais on laisse à Dieu la possibilité de le faire. C'est un peu la même chose. Il dit, bon, si Dieu est vraiment est Dieu, avec une capacité de création infinie, il peut créer un monde infini. Et même, c'est là qu'on voit le côté panthéiste, ce monde étant l'ombre de Dieu, il faut qu'il soit infini. Et donc, le côté héliocentrique, parce que déjà passer du géocentrisme à l'héliocentrisme, c'est déjà une révolution copernicienne. Bon, on va avoir du mal à l'admettre. Mais lui, Copernic, c'était pas suffisant. Bruno avait déjà dit, ouais, mais c'est pas l'héliocentrisme, il n'y a plus de centrisme du tout. Souvenez-vous, j'ai dit que c'est un homme en mouvement. Tu dis d'ailleurs dans le livre avant que Bruno est plus copernicien que Copernic lui-même. Oui. Il est allé au-delà de Copernic. Copernic avait déjà fait un pas énorme. Parce que déjà, enlever la Terre du centre, c'était l'affirmer autant il est, et puis réussir à donner les éléments pour que vraiment il déclenche cette révolution, c'était énorme. Mais lui, ok, c'est bien, mais on peut mieux faire. Alors ça, c'est sa vision cosmologique. Et puis tu as commencé à l'évoquer, mais il y a aussi quelque chose qu'on sait peut-être moins, c'est sa conception atomiste. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de citer Pietro Redondi, un livre qui m'avait beaucoup marqué sur le procès de Galilée, et qui explique que les conceptions atomistes de Galilée sont en fait peut-être la véritable raison du procès. On en reparlera peut-être. Pourquoi était-il atomiste, et est-ce que ça c'était grave justement? Alors là, je suis moins au fait de cet aspect-là. Je veux dire par là que, bon, ok, une fois que j'ai dit ça... Est-ce qu'il croyait en l'existence du vide aussi? J'en sais rien. Je sais que la question du vide nous intéresse tous, et je ne saurais pas répondre. Je ne saurais vraiment pas répondre par rapport à ça. Et la question atomiste, alors est-ce que, oui, après ça va être évidemment un sujet qui est très étudié autour du procès de Galilée, les questions de transsubstantiation, la manière dont la matière est constituée, et ça pose des questions théologiques très, très importantes par rapport à une pratique, à un rite et un dogme. Est-ce que lui aller jusque-là, je ne m'avancerai pas vu mes connaissances aujourd'hui. Alors j'aimerais revenir, du coup, pas sur une question scientifique, mais encore philosophique et théologique, sur un corollaire de son idée d'infini, qui est celle d'unicité. Est-ce que dans cette idée que Dieu serait dans toute la matière, il y a aussi cette idée du coup de symbiose entre les différentes créatures, les vivants et les non-vivants. Et il s'avère aussi que, vous le dites dans le texte, qu'il est végétarien, donc il a aussi une conscience du bien-être animal. Et Insta, il est très en avance sur son temps, enfin c'est presque une pensée écologique, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut le définir ainsi? Oui, ce qui est intéressant, enfin, de ce que j'ai compris une fois encore, c'est de ce que j'ai compris et retenu de mon incursion chez Bruno, c'est que il était héritier d'une pensée, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais très verticale. Tout est très ordonné. Il y a le haut, le bas, il y a le divin, le terrestre. Le terrestre, c'est nul, c'est clair. Le géocentrisme, c'est pas dire que la Terre c'est mieux. Au contraire, on est au fond du trou. Voilà. La Terre, elle est au fond du trou. Bien. Ça, c'est le bas. En dessous, il y a les enfers, mais ça, c'est pour plus tard, pour certains d'entre nous. Lui, évidemment, mais lui ne croyait pas aux enfers. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la verticalité, il était dans l'horizontalité.
Il a défendu une forme d'horizontalité, parce qu'il trouvait que l'horizontal était le plus intéressant. Vous dites, effectivement, vous avez raison, il défend l'unicité, c'est-à-dire le lien, plutôt que l'unicité, ça peut paraître un peu, voilà, un peu comment dirais, figé. Le lien de toute chose avec toute chose. Et dans une égalité, c'est-à-dire qu'on considérons l'horizontalité. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que il voit la verticalité, ok, mais il veut casser ça. Et c'est ça aussi qui explique pas mal de son combat. C'est que cette verticalité de l'Église qui s'impose et tout ça, alors ça, il n'aime pas. Bon, lui, c'est un homme des liens. Je pense qu'il a écrit un livre. Pardon ? Des liens d'amour. Alors, en particulier, je crois que c'est toi qui parlais de ça, dans la manière dont j'ai abordé le personnage, j'ai les termes de compassion. Et j'ai dû évidemment en parler, mais lui et moi, nous avons été sous le même blason, si je puis dire, dominicain, où il y a deux termes qui sont vérité et compassion. Vérité et charité, et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que avoir un regard compatissant, généreux, charitable, amoureux, c'est génial, mais s'il n'y a que ça peut finir par étouffer, hein. L'amour fou étouffe. La vérité, pour des intellectuels, génial, la vérité, voilà, des paf. Alors la vérité, ça peut tuer aussi, au nom de la vérité, on tue. Quand on associe les deux, ça fait une alchimie qui est intéressante. Parce que lui, je crois qu'il le pratique. Il a vraiment une compassion pour les êtres vivants, on revient pour tout ce qui nous unit, et en même temps, il a une forme de vérité, enfin, il regarde les choses comme elles sont. Et donc, plutôt que l'unicité, c'est cette grande diversité. Parce que c'était aussi une grande question philosophique et théologique. Mais le monde, par rapport justement, c'est l'exemplaire de Dieu, mais est-ce qu'il est suffisamment divers ? Bah oui, parce qu'il est infini, donc il y a plein de diversité, donc c'est plein de facettes de Dieu, parce que pour lui, le monde, c'est plein de facettes de Dieu. Mais tout ça est lié. Il écrit sur les liens. Alors les liens peuvent servir à faire de la magie, ça c'est une chose, mais aussi les liens que nous avons les uns avec les autres. Aussi bien, alors, c'est que là, il ne supportait pas. Alors, il a un respect pour les animaux. Effectivement, il était végétarien, pas pour des raisons hygiéniques, pour des raisons philosophiques, au sens où nous avons des liens avec tout être vivant. Donc, au moins les animaux. De même qu'il est un opposant à la chasse, il a quelques phrases contre les chasseurs. Waouh ! Je veux dire, aujourd'hui, on entend à peu près la même chose. Hein. Enfin, mais de ce point de vue-là, il est assez surprenant, surtout à une époque où la chasse était quand même le sport noble par définition. Enfin, bon. Et puis, il a les liens même, j'ai une phrase que j'aime beaucoup par rapport à tout ce qui est rituel, tout ce qui est religion, où il ne dénigre pas les religions, parce que pour lui, ce sont aussi des liens sociaux entre humains, et des liens aussi entre générations. Enfin, ça permet les religions permettent à une société de vivre, de créer des liens. Mais il faut encore rester objectif et lucide. Et il dit, quand on lui dit, mais comment, vous n'allez pas à la messe, hein, ça veut dire reprocher, hein, mais il ne peut pas y aller. Bon, en plus, il n'a vraiment pas envie d'y aller. Mais ça tombe bien. Bon. Mais on lui interdit. Donc, c'est typiquement le genre de choses, des faux témoignages, une fausse accusation. Mais il dit, mais mon office, ma messe à moi, c'est l'amour. Et c'est très beau. Enfin, le plus important, c'est pas les rites, les bougies que je vais allumer, les génuflexions, tout ce qu'on veut. C'est qu'est-ce que je mets comme lien et comme inspiration. Moi, des mots comme ça, je trouve que c'est un hérétique que je trouve sympathique. Un hérétique sympathique. L'heure tourne et j'aimerais qu'on aborde aussi la question de la postérité, mais j'ai une dernière question et peut-être aussi sur la pensée en général de Bruno. En fait, quand on parle de révolution scientifique, on parle tout le temps de Copernic, de Galilée, aussi Kepler, de Descartes ou de Bacon, et jamais de Bruno. Alors, je dis Bruno maintenant, parce que je sens que tu dis Bruno, mais c'est Bruno. Je sais pas. Bruno, oui, c'est pas grave. Mais... Ma question, ça c'est vraiment une question importante je trouve, c'est est-ce que pour toi, Giordano Bruno est un acteur à part entière de la révolution scientifique ? Je ne sais pas à quel titre. Non, mais je ne sais pas à quel titre je pourrais répondre à cette question et défendre une position ou une autre. Bon, simplement, ce que je constate,
et que tu as rappelé, qu'on a rappelé, c'est que quand on est au XVIe, XVIIe siècle, il y a un Nicolas Copernic, qui meurt en 1543, je crois, ou 1546, j'ai un petit doute sur les 43 ou 46, mais en tout cas voilà, qui a publié un bouquin, des révolutions, et qui va vraiment déclencher une véritable révolution, non pas astronomique, mais dans le monde des sciences, qui est celle de l'astronomie, et que tu rappelais, avec des personnages importants comme Galilée, et Kepler, et voilà, toute la suite. Il se retrouve qu'entre les deux, il y a un type dont nous parlons ce soir, qui a eu un rôle à jouer, qui a discuté, énormément débattu avec les intellectuels de l'époque. J'ai quand même mentionné ce cas d'Oxford où il y a vraiment un groupe très important d'intellectuels anglais qui discutent, qui débattent sur les thèses de Copernic et qui vont aussi permettre de faire que ces thèses vont vivre et vont influencer, avoir leur... Donc, au milieu de tout ça, il y a ce personnage singulier qui lui-même se dit de nulle église, de nulle religion et de nulle académie. Il ne veut dépendre de personne. Est-ce qu'il est un acteur ? Pourquoi moins qu'un autre ? Pourquoi moins que des noms que je connais moins, ou que je ne vais pas mémoriser ? Il y a quelques Anglais importants, ou tous ceux qui ne sont pas aussi connus que Galilée ou Kepler, ou Brahe, ou de tous ces grands scientifiques, mais ils n'étaient pas tout seuls. C'était déjà une communauté scientifique. Et lui a fait partie de cette communauté-là. Enfin, oui, de cette intelligentsia européenne étonnante, parce que quand même, quand on réfléchit, je vous disais, la crise dans laquelle l'Europe était à l'époque, une crise politique, économique, et que lui se balade, on a l'impression, alors c'était pas facile, hein, puis il a dû... ça, l'errance. Une errance, mais il survit, il a des interlocuteurs partout. Il y avait encore une langue commune qui était le latin, mais il écrit en même temps en italien. Donc je dirais oui, il participe, même tout en ce que je disais dès le début, en même temps il est sans doute encore il est plus dans l'ancien temps peut-être que Copernic, parce qu'il n'a pas publié un ouvrage aussi révolutionnaire, en tout cas qui aura le même impact, parce qu'en même temps, tu l'as bien rappelé, il est allé plus loin que Copernic, au fond, dans les idées. Il n'a pas sorti des tables et des choses comme ça, mais quand même. Une autre façon de poser la question, c'est est-ce qu'il a inspiré ses contemporains ou des scientifiques qui sont arrivés après ? Typiquement Galilée. Est-ce que Galilée le cite ? Est-ce que Galilée fait référence ? Oui, ils le connaissent. Ils connaissent les travaux de Bruno. Et en même temps, ils font très attention. Parce que, imaginez, on rappelle les dates. Il est condamné, exécuté février 1600. Bon. Galilée, il va commencer à observer avec sa lunette en 1609, 9 ans plus tard. Et il sera condamné à son tour en 1633. Tout le monde sait ce qui s'est passé avec Bruno. Il ne faut même pas le citer. Il ne faut pas le citer. Copernic, à partir de 1616, je le rappelle, attention. Des gens comme Descartes et d'autres, ils ne parleront pas du tout de ce qui se passe, parce que le nom, simplement le nom, ça peut être vraiment très mal vu. Donc, il est connu. Je vous racontais, c'est anecdotique, mais quand il est invité à Venise et qu'il accepte de venir à Venise, en fait, il arrive à Venise, il dépose son petit bagage et puis il file à Padoue, parce qu'il n'a pas du tout envie d'aller à Venise. Comme ça, son voyage était payé par le patricien, et puis il va à Padoue parce qu'il tâche de récupérer un poste de professeur à Padoue. En fait, il n'a pas le poste et c'est Galilée qui récupère le poste. Donc, voilà, c'est des gens qui se connaissent. Mais je pense que ne serait-ce que par prudence, Galilée va... bien sûr ils ont... Mais par prudence, il ne va pas le citer. Et aussi, par prudence, il a vu ce qui est arrivé à Bruno, il a dit, moi, je ne veux pas arriver à la même chose. Dans la continuité de ma question, là, c'est dans le domaine scientifique, mais quelle influence il a eu dans l'histoire de la philosophie, de la pensée philosophique et théologique C'est la question que je voulais poser. Ouais. Théologique, c'est très délicat parce qu'il n'en aura pas. Peut-être dans la pensée religieuse,
dans ce que parce que théologie chrétienne, vous avez bien entendu, il s'est détaché des dogmes chrétiens et catholiques très clairement, ou en tout cas il était détaché, on a bien vu avec donc les 3 excommunications, etc. Dans la pensée religieuse en général, comme tu le disais, enfin, quand il défend la métempsychose, il fait partie de ceux qui ont pensé la migration de l'âme, qui ont réfléchi à ces questions, l'âme, le corps, etc. Donc il a apporté sa contribution dans une espèce d'un courant de pensée religieuse au sens large, sans aucun doute, y compris dans tout ce qui est pu tourner après, dans une forme d'opposition à certains dogmes, même des libres penseurs, parce qu'il faut, soyons larges comme il était, mais aujourd'hui, encore, je pense, en tout cas j'avais trouvé des traces pas si anciennes que ça, un certain nombre de loges franc-maçonnes italiennes se réfèrent à Giordano Bruno, c'est une des figures, j'allais dire un des saints, des loges italiennes, et même au-delà de l'Italie. Donc c'est une référence théologique, si on prend le terme théologique large. Au niveau philosophique, on commençait à la penser, très rapidement, sa pensée était quand même connue parce qu'il l'avait publiée. Et que les philosophes connaissaient et se nourrissaient, se plaçaient par rapport à une pensée qui était aussi vive, aussi intelligente, aussi construite, aussi alimentée. Et donc, dès le XVIIe siècle, on trouve des références comme ça à Giordano Bruno. Alors après, moi je ne sais pas, est-ce qu'il y en a eu, est-ce qu'on trouve qu'il n'y en a pas assez, qu'il y en a trop, ça dépend de quel point de vue on se place. Spinoza, on en parlait, il y a des évidemment, parce qu'il ne rentre pas en dialogue avec, mais on voit bien qu'il y a des pensées aussi tranchées, ça sert aussi de repère pour la pensée qui va suivre. Et je pense qu'il ne va jamais cesser d'être un élément qui fait partie de la tradition philosophique européenne. Qu'est-ce que tu en penses? Justement, je voulais te poser une question. Alors je me la réserve. Je voulais juste continuer à lire quelques passages du livre avant de te poser la question sur la philosophie après lui. Là, je suis page 37. Dieu hante littéralement la vie et la pensée du Nolin, à l'instar d'un spectre, d'un fantôme vis-à-vis duquel il n'éprouverait aucune crainte excessive, mais au contraire une profonde et irréfragable fascination. Malgré tout, il ne faut évidemment pas attendre de sa part ni adoration puérile de reliques, ni répétition servile de prières, donc il ne va pas à la messe, ni soumission aveugle aux formulations théologiques dûment validées par le magistère. Il ne craint pas de mettre la théologie sans dessus-dessous, et même Dieu en pièces. Et puis je vais par exemple vous lire un autre extrait, page 49. Alors ça c'est une citation directement de Bruno. Point n'est besoin d'ouvrir les yeux au ciel, de lever les mains, de diriger ses pas vers les temples, de fatiguer les oreilles des statues afin d'être mieux exaucé. Ce qu'il faut, c'est descendre au plus intime de soi, considérant que Dieu est proche, que chacun l'a avec soi et au-dedans de soi. Je trouve cette citation vraiment très très belle. Et donc j'en viens à ma question. Est-ce que finalement Bruno ne peut pas être considéré comme un philosophe des Lumières avant l'heure? Surtout quand on lit ça. Alors, je suis encore moins bien placé pour le dire. Je laisserai les philosophes dire ce qu'ils pensent de cet homme qui se présentait comme philosophe. Mais c'est vrai, il a des intuitions qui sont vraiment en avance, sans doute, sur son temps, je sais pas, enfin, la manière globale de l'époque de penser, et qui était une manière quand même extrêmement contrainte, enfin rappelons-le, vous étiez en zone catholique, il y avait ce concile de Trente qui avait tout ça, encadré tout ça, il n'y a plus moyen de penser à simplement sortir à peine du cadre. C'était guère mieux à Genève, quand vous voyez, regardez la rigueur des calvinistes qui est effrayante, enfin, regardez les statuts des fondateurs là, à Genève, je les ai vus récemment, ça donne un frisson dans le dos. Les luthériens étaient un peu plus sympathiques, mais finalement, ils se sont moqués de Copernic. Luther s'est moqué de Copernic d'une manière extraordinaire. Donc, la pensée était quand même très très contrainte. Donc c'est vrai que là, une espèce de pensée qui ouvre littéralement une lucarne en disant voilà, le monde est trop petit, la pensée est trop petite, et puis comme tu dis, mais pensez librement, enfin, mais pas
tout en vous inspirant. Enfin, c'est pas un rejet des anciens, au contraire, il était un fanat des auteurs anciens, il les connaissait. Enfin, quand il dit, je suis pas théologien, mais il a lu Thomas d'Aquin, il a travaillé, enfin, il connaît tout ça. Il a fait sa thèse sur Thomas d'Aquin. Oui, mais évidemment, enfin, c'est toujours la même chose, il en est d'autant plus libre qu'il l'a fréquenté, qu'il connaît, et qui peut s'en écarter parce qu'il ne s'en écarte pas n'importe comment. Et dans ce cas, oui, pourquoi pas dire que c'est un précurseur, bon, a posteriori, on peut lui accorder ça. Mais en même temps, les spécialistes vous diront qu'il y a des tas d'aspects sur lesquels il est resté un homme de l'ancien temps. Il était persuadé de l'existence des jeteurs de pierre, des démons jeteurs de pierre. Vous savez ce que c'est ? Tu sais pas ce que c'est, mais si tu l'as eu. Hein. Pour lui, il y avait un champ là, pas très loin de Nola, parce que tu parlais souvent du Nolin, hein, c'est parce qu'il est originaire de Nola, donc c'est le Nolin, c'était son surnom. Bon, voilà. Et donc, il est persuadé que pas très loin de Nola, il y avait un champ comme ça, où quand on passait, il y avait des démons qui vous jetaient des pierres. Et c'était d'autant plus extraordinaire que quand vous sortiez, vous aviez des chocs, vous aviez mal, mais quand vous sortiez du champ, vous n'aviez aucune trace. Pratique. Il faut reconnaître, c'est des démons sympathiques. Hein, voilà. Donc, mais parce qu'on est encore une époque, et son œuvre est pleine de ça, où le naturel et le surnaturel, oui, c'est pas les lumières de la raison en disant, voilà, les mathématiques, la mécanique et tout, que le calcul, que le matériel. Non, c'est aussi la magie. Alors, allez lire son livre sur la magie, il décrit la magie en je ne sais plus combien, 7 ou 8 phases, de la magie la plus blanche à la magie la plus noire. Donc, et puis, quand on le lit, on dit bah, pourquoi pas, au fond. Mais c'est une autre, quelque chose que ses successeurs ne vont pas du tout reprendre, évidemment. Vous dites que sa spiritualité, elle peut être comparée, elle a été comparée à d'autres spiritualités comme l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Et on a beaucoup parlé de ses références européennes, mais est-ce qu'il avait dans ses écrits d'autres références orientales, asiatiques, d'islam qui existaient donc, à son époque? Et deuxième question, comment sa pensée a influé sur la vôtre, finalement? Le deuxième est plus facile. Mais alors là aussi, autant qu'on puisse savoir, il n'y avait pas chez lui, vous l'aurez bien compris, hein, une quelconque, comment dirais-je, interdiction de lire d'autres sources, etc. En même temps, je ne sais pas jusqu'où c'est allé, parce qu'il y a aussi une question d'accessibilité des choses. Donc c'est vrai que la pensée musulmane, elle était accessible. Bon, encore faut-il qu'il ait eu donc il en a eu connaissance, mais de même, surtout la pensée extrême orientale, quelle est son influence? Bon, je ne sais pas comment vous répondre sur des choses concrètes. C'est là qu'il faut. Je suis certain qu'il y a des spécialistes là-dessus, mais on rentre vraiment dans des recherches académiques que moi j'ai pas voulu m'investir là-dedans, parce que je répète, pour votre deuxième question, j'ai déjà voulu, comment dirais-je, prendre à bras le corps mon fantôme. Non, parce que c'était. Mais je vous assure, j'ai mis du temps. J'avais vraiment la trouille parce que je me dis, c'est pas que j'ai peur des fantômes, mais c'est que c'est compliqué justement. J'étais sûr que j'allais trouver des situations comme ce soir, devoir dire à Gauthier, ben moi je sais pas. Voilà. Donc faut admettre, enfin, me lancer dans quelque chose en disant, je ne prétends pas devenir un spécialiste. Et j'ai longuement hésité parce qu'il y avait aussi, je vais écrire quoi? Oui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il connaît mal son sujet. Hein, oui. Non, mais bon, donc, au moins ça, on aura réussi. Hein, non, mais parce que aujourd'hui, en tout cas en français, ce que vous trouvez facilement, c'est ou alors des thèses, mais avec toute la rigueur et des gens qui ont travaillé depuis des années, ou traduit, je pense à certains chercheurs italiens, c'est époustouflant. Enfin, mais moi j'ai dit, c'est pas mon job. Bon, et puis il y a d'autres choses à faire, il y a des magnifiques événements à préparer autour du hasard, de la construction, de tas de choses comme ça. Enfin, bon, voilà, vous demanderez à Gauthier ce que j'entends. Voilà, bon. Et donc, il y avait l'autre truc qui était un style que certains ont pris ces derniers temps, c'est le roman historique. Bon, on allait voir un petit peu la vie de Bruno, et puis comprendre 2-3 petites choses suffisantes, et puis à ce moment-là, d'imaginer Bruno. Alors c'est génial, chacun il laisse un peu ses fantasmes sans doute, enfin quand on lit les auteurs, je me dis non, ça c'est pas intéressant, donc je me dis au fond, je vais me restreindre, je vais jouer le jeu d'un voyage où il y a un début, il y a une fin, je comprendrai ce que je comprendrai, et le jour où je me retrouverai comme ce soir, je dirais je sais pas.
Bon. Alors, jusqu'où ça a influencé ma pensée? Bon, j'ai déjà un peu écrit avant de découvrir Bruno, et c'est vrai que je ne sais pas si ça a influencé ma pensée, enfin si, ou dans l'avenir, mais vous l'aurez quand même compris, et vous l'avez fait remarquer dès le début, je n'ai pas été déçu. C'est pour ça que, et vous l'avez très gentiment fait remarquer, que je parlais de fraternité avec cet homme. Ce que je ne savais pas d'avance. Parce qu'au fond, j'aurais peut-être pu, au bout d'un certain temps, être en disant, bon, insupportable. Mais ça n'a pas été le cas de tous les auteurs comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer à distance. Là, c'était une longue distance, ça faisait beaucoup de siècles. Mais en même temps, il y avait une proximité parce que je me dis, au fond, je ne sais plus comment je terminais sur mon introduction en disant, bon, attends, j'y vais, même si je ne sais pas de quel œil un peu... avec son œil un peu terrible, il doit être en train de me regarder, mais voilà, j'étais heureux de le fréquenter. À la suite de ça, je me dis, il faut que j'aille à Rome, voir sa statue, là. Et bon, je me dis, j'ai passé, et nécessairement, ça influence, parce que ça veut dire qu'on prend du temps, il y a le temps de la lecture, le temps de la réflexion, le temps de l'écriture, il faut quand même écrire, donc bon, voilà, on passe encore du temps avec lui. Et je trouve, enfin, ce que l'un et l'autre me faisait remarquer dans cette forme de liberté, ou même aussi une forme de modernité, enfin, son souci, enfin, son engagement, c'est des choses qui peuvent continuer en tout cas, moi, à m'inspirer. Après, chacun d'entre vous fait ce qu'il veut avec, parce qu'il y a des trucs qui sont, bon, pas à suivre, bien sûr, c'est une autre époque, c'est d'autres mœurs, mais des qualités et puis un enthousiasme. Enfin, un de ses derniers livres s'appelait Les Fureurs héroïques. C'est un furieux. C'est un furieux. Non mais furieux, enfin, par quoi il est habité? C'est un homme enthousiaste. C'est un homme qui a été jusqu'au bout de ce par quoi il était habité. Bon, à la fin, enfin, je sais que vous avez lu un ou deux petits commentaires sur la fin de sa vie. On pense qu'à un moment donné, il a pété un câble, quoi. Enfin, il était trop longtemps sous pression et qu'il est allé au bout de son truc, il a pu à rien céder parce qu'il avait assez. Enfin, il n'en pouvait plus. Et c'est pas du tout un aspect suicidaire, hein, mais qu'il dit maintenant, basta. Alors justement, c'est parfait, moi ça m'amène à ma dernière question, hein, je pense qu'il va falloir conclure. Mais quand même, je vous propose de lire La condamnation de Bruno. Et oui, il faut bien en arriver là. Donc voilà, l'Inquisition, la sentence tombe, nous disons, prononçons, jugeons et déclarons que toi, frère Giordano Bruno de l'ordre des prêcheurs, tu es hérétique, impénitent, tenace et obstiné. Pour cela, tu tombes sous le coup de toutes les censures ecclésiastiques et des sacrés canons, des lois tant générales que particulières, appliquées à de semblables hérétiques confirmés, impénitents, tenaces et obstinés. Et comme tel, nous te dégradons verbalement et nous déclarons que tu dois être dégradé de tous ordres ecclésiastiques majeurs et mineurs, que tu dois être chassé de notre sainte et immaculée Église dont tu es indigne. Tu dois être envoyé aux bras séculiers. Et donc, il va être brûlé le 17 février 1600 à Rome. Alors la dernière question multiple un peu que je voulais te poser, c'est pourquoi, alors qu'on lui a proposé jusqu'au bout, pourquoi n'a-t-il pas abjuré, alors même que je crois plutôt dans sa vie, il a abjuré certaines choses. Et est-ce qu'il pouvait penser qu'il terminerait comme ça au bûcher, sachant que j'ai l'impression que c'était quand même quelque chose qui était relativement courant. Enfin, tu dis qu'il y a eu, je crois à Toulouse justement, une année 400 personnes brûlées pour hérésie. Donc voilà. Pourquoi n'a-t-il pas abjuré et est-ce qu'il savait qu'il allait au bûcher? Voilà, c'est ma dernière question. Est-ce que tu nous donneras l'autorisation de lire une toute petite page de lui tout à l'heure? Ah bah oui, juste. Je pense, enfin, quand on lit sa vie, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, il a essayé de se réconcilier avec l'Église catholique. Parce qu'il avait vu que l'histoire des réformés, ça ne marchait pas bien. Et parce qu'au fond, on trouvait un accord. On n'a jamais trouvé un accord, parce qu'il était trop têtu, et de l'autre côté, enfin c'était des deux côtés trop d'obstination. Donc il n'a jamais trouvé. Quand il a été arrêté à Venise,
peut-être qu'il a été imprudent. Bon, il a cru qu'en venant en Italie, en étant discret, mais bon, il a été peut-être discret, mais il s'est mal comporté avec le Vénitien, donc ça s'est mal passé. Et là, il a dû déjà se dire, oula, cette fois-ci, ça sent le roussi. Je termine hein, sur le même ton. Hein. Et alors, ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé, et il s'est dit, bon, alors avec les juges vénitiens, il y avait une porte de sortie parce que les juges se sont sentis dépassés par ce qu'ils racontaient. C'était trop compliqué. C'est-à-dire comme ça, voilà, on donne 2-3 accusations, mais lui, il vous sort un système qui paraît tellement construit que, oui, mais voilà. C'est pour ça qu'ils ont fini par l'envoyer à Rome. Non. Alors, ils ont failli le dire, écoutez, on va trouver un arrangement, peine minimale, etc. Ce qu'il y a, c'est que, puisque tu avais posé la question, on est en pleine opposition politique entre le Lion de Venise et la Louve de Rome. Mais Rome ne veut pas perdre... parce que pour Rome, c'est une question politique, il s'agit d'imposer son pouvoir politique. Et Venise est un peu en faiblesse à ce moment-là, et cède... Ils ont longtemps résisté, parce que si on cède Bruno, on cède devant Rome. Mais Rome je ne sais plus, je crois que je l'évoque à un moment donné, enfin, je ne sais plus par quel biais, ils ont réussi à imposer ça à Venise. Mais Bruno aurait peut-être pu éviter Rome si Venise avait été, si le procès avait été un peu plus court, il serait de nouveau enfui, il se préparait à s'enfuir en Allemagne sans doute. Bon, après, une fois à Rome, il se dit bon, on va essayer de se défendre quand même, de trouver un compromis. Mais je pense que les années s'accumulant, il s'est dit on s'en sortira pas. Et puis face à Bellarmin, là il y a aussi ça. Je pense qu'il était prêt à renier des bords, mais pas ce qui lui semblait fondamental dans sa pensée, une fois encore, cette espèce de liberté, et qu'à un moment donné, il a dit, moi Est-ce qu'il savait qu'il irait au bûcher? Oui. Parce qu'il voyait bien autour de lui, il y avait d'autres qui partaient, parce que on mettait les gens au bûcher. Alors après, il y avait différents grades, on vous étranglait avant, pas avant. Enfin bon, c'était une grande époque. Hein. Et puis il y a une phrase qu'il aurait prononcée et qui pourrait répondre du coup à ta question et qui est très, très puissante, c'est « Vous qui prononcez cette sentence, peut-être avez-vous plus peur que moi qui l'a subie. » Ça résume tout. Alors là, une fois encore, il y a des analyses psychologiques qui ont été faites en disant là, il avait quasiment dans une obstination définitive. Bon, mais il ne s'agit pas de juger, de constater. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne se faisait plus du tout d'illusions sur la fin. Et que même s'il avait abjuré la veille, on lui aurait donné 2-3, voilà, bon, écoutez, on vous tue avant de vous brûler, quoi. En gros, c'est ça. C'était l'adoucissement majeur, c'était ça. On va d'abord vous étrangler, puis après, on vous brûlera. Voilà, on est gentil avec vous. Hein. Bon, j'aurais aimé vous proposer une fin un peu plus heureuse pour l'été scientifique de la saison 2021-2022, peut-être avec le passage que tu veux nous lire. Non, c'est un autoportrait. Allez, parce qu'il a parlé de lui à plusieurs reprises. D'abord, dans les comédies qu'il écrit, il se met souvent en scène. Il y a toujours le personnage qui va défendre ses idées. Et comme par hasard, quand il dit qu'il n'est pas théologien, mais quand l'un de ses représentants s'appelle Théophile, c'est bizarre. Hein, bon. Mais là, dans un autre ouvrage qui s'appelle le Souper des cendres, il parle de lui-même. Vous allez voir, il ne manquait pas quand même de certaines assurances. Hein. Je vais essayer de bien lire parce qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué. Mais on a l'habitude des gens qui ont de l'assurance. Hein. On est passé par Grothendieck cette année. Voilà, dans son genre aussi. Donc, voici alors apparaître l'homme qui a franchi les airs, traversé le ciel, parcouru les étoiles, il parle de lui, hein, outrepassé les limites du monde, dissipé les murailles imaginaires des premières, 8e, 9e, 10e et autres sphères qui auraient pu leur être ajoutées selon de vains mathématiciens et suite à l'aveuglement des philosophes vulgaires. En pleine conformité avec les sens et la raison, c'est lui qui, avec les clés de sa compétence, a ouvert par ses recherches ceux des cloîtres de la vérité auxquels nous pouvions avoir accès. Il a mis à nu la nature, que des voiles enveloppaient.
Il a donné des yeux aux taupes et rendu la lumière aux aveugles incapables de regarder en face, pour y contempler leur propre image, la multitude des miroirs qui les environnaient de toutes parts. Il a dénoué la langue des muets, qui ne savaient ni n'osaient démêler les chevaux de leurs pensées. Il a rebouté les boiteux, incapables de parcourir en esprit le chemin inaccessible au corps vil et périssable. Voici l'homme Bruno, décrit par lui-même. Pas mal quand même, Jean. On va terminer sur cette belle citation. Il est encore pire que le Grothendieck. Voilà. Voilà, bah écoutez, à titre personnel, je veux dire que je suis ravi parce que je trouve que notre conversation a parfaitement reflété l'esprit du livre, un véritable voyage dans la vie et dans l'œuvre de Bruno. Donc voilà, je vous le rappelle, cette fois c'est Sabre qui le tient en main. Donc c'est Giordano Bruno, un génie martyr de l'Inquisition. Ça a été publié aux éditions Albin Michel en 2021. Et donc merci infiniment Jacques d'être venu nous parler de ton livre et de Bruno. Vraiment, c'était passionnant. Merci à vous aussi d'être venu au Salon Lune pour ce dernier thé scientifique de la saison. J'en profite pour remercier chaleureusement Sabre qui m'a fait confiance et qui organise magnifiquement ces thés scientifiques et tous les autres événements que je vous invite à découvrir sur le site du Salon Lune. Je remercie également la librairie Les Parages qui vend les livres de nos intervenants et bien sûr, donc c'est pour ça qu'il y a des dédicaces et qu'il faut venir ici au Salon Lune pour profiter de ces thés. Voilà, et puis donc je vous donne rendez-vous, j'espère, dès la rentrée prochaine pour un nouveau cycle de thé scientifique. Sabre, un dernier petit mot ? C'était parfait. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci à vous.